Imaginez une famille si puissante qu'elle est accusée de contrôler secrètement le destin du monde. Une dynastie bancaire qui pèse sur les décisions des rois et des empereurs, décide de l'issue des guerres et façonne la politique mondiale depuis l'ombre. Une famille tellement riche que certains prétendent qu'elle détient à elle seule la moitié de la richesse mondiale. Vous pensez peut-être à un complot tiré d'un roman d'espionnage, mais cette histoire est bien réelle. Et tout commence pourtant très loin du luxe et du pouvoir. Tout débute dans un minuscule ghetto allemand, sordide, sale et oublié de tous, il y a près de 250 ans. C'est là, au milieu du XVIIIe siècle, dans les ruelles sombres de Francfort, que naît un enfant nommé Mayer Amschel Rothschild. Il ne le sait pas encore, mais lui et ses descendants marqueront à jamais l'histoire. Alors comment cet homme issu de la misère absolue réussira-t-il à construire l'empire financier le plus puissant que le monde ait jamais vu? Francfort, 1877. Imaginez une ruelle sombre, étroite, où l'air est lourd d'odeurs de nourriture avariée et d'humidité. Des maisons en bois serrées les unes contre les autres, menaçant de s'effondrer sous leur propre poids. Les rues boueuses sont jonchées de déchets et les enfants courent pieds nus, vêtus de haillons. Bienvenue dans le Judengasse, le ghetto juif de Francfort. C'est ici que naît Mayer Amschel Rothschild, un enfant promis à une vie de pauvreté et de restriction. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce garçon, condamné par sa naissance à vivre dans l'ombre, va bâtir l'un des plus grands empires financiers de l'histoire. Au XVIIIe siècle, les Juifs de Francfort ne sont pas libres. Ils vivent dans un quartier séparé du reste de la ville, entouré de murs et fermé par des portes verrouillées chaque soir. À la tombée de la nuit, personne ne peut entrer ni sortir. Les lois leur interdisent d'exercer la plupart des professions lucratives. Pas de droit à la propriété, pas d'accès aux hautes fonctions. Ils sont cantonnés à quelques métiers considérés comme secondaires, colporteurs, marchands de vêtements usagés, prêteurs sur gage. Ceux qui réussissent à accumuler un peu de richesse restent méprisés et tenus à l'écart du pouvoir. La famille de Mayer Amschel Rothschild vend des textiles d'occasion, une activité modeste qui leur permet de survivre, mais qui n'offre aucun avenir. Dès son plus jeune âge, Mayer comprend qu'il devra trouver un moyen de briser ses chaînes s'il veut s'élever au-dessus de sa condition. Il observe son père négocier avec les clients, marchander, trouver des astuces pour obtenir le meilleur prix. Il comprend vite que l'argent n'a pas d'odeur, que les riches ne s'intéressent pas à la religion d'un commerçant tant qu'ils y trouvent leur avantage. Mais un drame va accélérer sa prise de conscience. À seulement 11 ans, Mayer perd son père. Sans soutien, il doit abandonner l'école et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce coup du sort aurait pu l'anéantir, comme tant d'autres avant lui. Mais au contraire, c'est cette épreuve qui va réveiller son ambition. Il quitte alors Francfort et trouve un apprentissage dans une banque juive à Hanovre. Là-bas, il découvre un monde totalement différent de celui du ghetto, celui de la finance et des grands aristocrates. Il se familiarise avec les prêts aux nobles, l'achat et la vente de monnaie, l'importance des taux d'intérêt. Il se rend compte que l'argent est une force invisible qui régit tout, y compris ceux qui se croient au sommet. Après plusieurs années d'apprentissage, il retourne à Francfort avec une idée en tête. Il ne sera pas un simple marchand comme son père. Il veut jouer dans la cour des grands. Mais comment un homme du ghetto, méprisé par les élites, pourrait-il s'imposer dans le monde des puissants? Il lui faut une stratégie. Et Mayer va en trouver une qui va bouleverser son destin. De retour à Francfort, Mayer Amschel Rothschild comprend rapidement une chose. S'il veut bâtir une fortune et s'extraire de la condition misérable à laquelle il est censé être destiné, il doit jouer autrement. Dans un monde où tout lui est interdit, il va devoir exploiter les failles du système et se rendre indispensable aux puissants. Il commence modestement en vendant des pièces de collection et des antiquités aux nobles de la région.
Mais ce n'est pas le commerce des objets qui l'intéresse réellement. Il sait que la vraie richesse ne se trouve pas dans les biens matériels, mais dans la gestion de l'argent des autres. Sa première opportunité majeure arrive lorsqu'il entre en contact avec un client très particulier, le prince William de Hesse-Cassel, l'un des hommes les plus riches d'Europe. Mayer gagne peu à peu sa confiance et finit par gérer une partie de sa fortune. Mais au lieu de se contenter des commissions habituelles, il met en place une stratégie redoutable qui lui permet d'empocher bien plus qu'un simple intermédiaire. Chaque fois que le prince lui demande d'acheter des pièces d'or ou d'autres actifs précieux, Mayer agit avant même d'exécuter l'ordre. Il achète lui-même les pièces avec de l'argent emprunté, fait monter les prix sur le marché, puis revend ces mêmes pièces au prince avec une belle plus-value. Ce stratagème, aujourd'hui connu sous le nom de front-running, lui permet de doubler ses profits en toute discrétion. En quelques années, Mayer Rothschild devient un homme clé dans le monde de la finance allemande. Il ne se contente plus de gérer l'argent des nobles, il les influence, les conseille, et bientôt, il devient plus puissant que certains d'entre eux, mais il a une vision encore plus grande. Il ne veut pas seulement accumuler de l'argent, il veut fonder une dynastie. Pour cela, il met en place une règle fondamentale, la famille avant tout. Contrairement aux autres riches marchands qui dispersent leur fortune entre plusieurs héritiers et risquent de voir leur empire se fragmenter, Mayer impose une discipline de fer à ses enfants. L'argent ne doit jamais quitter la famille, les mariages doivent se faire entre cousins pour éviter toute dilution du pouvoir, et surtout, l'unité doit être absolue. Mais Mayer sait qu'une famille puissante ne peut pas se limiter à une seule ville. Il veut créer un réseau bancaire capable d'influencer toute l'Europe. Alors, il prend une décision radicale. Il envoie ses fils conquérir les grandes capitales européennes. Son plan est simple mais brillant. Chaque fils dirigera une banque dans une ville stratégique et ensemble, ils couvriront tout le continent. Cette stratégie va permettre aux Rothschild d'avoir des yeux et des oreilles partout, d'échanger des informations avant tout le monde et de créer une puissance financière jamais vue auparavant. À Vienne, à Naples, à Paris, à Londres, les Rothschild prennent position, mais parmi eux, il y en a un qui va surpasser tous les autres, un homme dont l'ambition dépasse même celle de son père. Son nom est Nathan Rothschild, et il s'apprête à révolutionner le monde de la finance en Angleterre. L'ambition de Mayer Amschel Rothschild ne s'arrête pas à Francfort. Pour bâtir un empire qui traversera les générations, il sait qu'il ne peut pas compter sur un seul pays, un seul marché ou une seule économie. Son génie ne réside pas seulement dans la finance, mais dans la vision qu'il a du monde. La richesse et le pouvoir ne viennent pas de l'argent lui-même, mais du contrôle de la circulation de l'argent. Il applique alors une stratégie inédite. Au lieu de se contenter d'une seule banque centrale à Francfort, il envoie ses fils dans les plus grandes capitales d'Europe pour y établir des branches familiales. Salomon s'installe à Vienne, en Autriche, où il devient le banquier de la cour impériale des Habsbourg. Karl part à Naples, en Italie, où il s'assure une influence sur le commerce méditerranéen. James s'établit à Paris et se rapproche de la monarchie française. Amschel reste à Francfort pour gérer la maison mère et centraliser les opérations. Nathan, le plus audacieux de tous, s'envole pour Londres, la capitale du monde financier. Avec ce réseau bancaire familial, les Rothschild mettent en place un des premiers systèmes internationaux de communication financière. À une époque où les gouvernements et les rois doivent attendre des semaines, voire des mois pour recevoir des nouvelles d'un autre pays, les Rothschild, eux, possèdent un avantage inestimable, leur propre réseau privé de messagers et de pigeons voyageurs. Une information qui circule plus vite que celle des autres, c'est une opportunité en or dans le monde de la finance. Mais celui qui va vraiment changer l'histoire, c'est Nathan Rothschild. Lorsqu'il arrive à Londres en 1798, il n'a que 25 ans et un capital de 20 000 livres. Un montant considérable pour l'époque.
mais bien inférieure à la fortune des grands banquiers anglais. Pourtant, en seulement quelques années, il va surpasser tous ses concurrents et s'imposer comme le maître absolu de la finance britannique. Nathan Rothschild ne se contente pas d'investir dans le commerce. Il comprend vite que la véritable puissance financière ne se trouve pas dans l'échange de biens, mais dans le financement des guerres. L'Empire britannique est alors en plein conflit contre Napoléon. Les guerres coûtent des sommes astronomiques, et l'État britannique a un besoin constant de liquidités pour financer ses campagnes militaires. C'est là que Nathan intervient. Il devient le principal financier du gouvernement britannique. En contrôlant les flux monétaires nécessaires aux campagnes militaires, il ne se contente plus de faire des profits. Il devient un acteur clé du destin du pays. Et c'est là qu'il va réaliser l'un des plus grands coups financiers de l'histoire. Une opération si audacieuse et si brillante qu'elle fera de lui l'homme le plus riche d'Angleterre en une seule journée. Cette opération, c'est celle de la bataille de Waterloo. Et ce que Nathan Rothschild va faire ce jour-là va révolutionner le monde de la finance moderne. Sa véritable opportunité va venir de la guerre. Une guerre qui va changer son destin et celui des Rothschild à jamais. L'année 1815 marque un tournant décisif pour l'Europe. Après son exil sur l'île d'Elbe, Napoléon Bonaparte est de retour. Il reprend le pouvoir en France et menace de renverser l'ordre établi. Les grandes puissances européennes, emmenées par l'Angleterre et la Prusse, se préparent à l'affronter une dernière fois. La bataille décisive se déroule à Waterloo, un petit village belge qui va devenir le théâtre d'un affrontement légendaire. Mais ce jour-là, un autre combat se joue loin du champ de bataille. Le plus grand coup financier du siècle, orchestré par Nathan Rothschild. Nathan Rothschild n'est pas un simple banquier. Il possède un réseau de messagers et d'informateurs plus rapide que tous les moyens de communication existants. À une époque où les nouvelles mettent parfois des jours ou des semaines à circuler entre les capitales, les Rothschild, eux, reçoivent l'information en quelques heures grâce à des pigeons voyageurs et des agents infiltrés. Le 18 juin 1815, alors que les canons tonnent à Waterloo, un des espions de Nathan assiste au déroulement de la bataille. Il voit que Napoléon est en train de perdre et envoie immédiatement un message codé à Londres. Nathan Rothschild reçoit l'information plus de 24 heures avant le gouvernement britannique. Ce qu'il fait ensuite est d'une intelligence machiavélique. Dès son arrivée à la bourse de Londres, il se met à vendre massivement ses actions. Les autres investisseurs, paniqués, pensent qu'il a eu une information secrète et que l'Angleterre est en train de perdre la guerre contre Napoléon. La panique gagne les marchés, tout le monde vend, et en quelques heures, la bourse s'effondre. Puis, à l'instant où les prix sont au plus bas, Nathan et ses agents rachètent discrètement des quantités gigantesques d'actions à prix cassés. Quelques heures plus tard, la nouvelle officielle arrive enfin à Londres. Napoléon a perdu, Wellington a gagné. En une seule journée, les marchés explosent à la hausse et Nathan Rothschild se retrouve à la tête de la plus grande fortune d'Angleterre. Ce coup de maître n'est pas seulement un triomphe financier, il marque un tournant historique. Pour la première fois, un banquier privé a réussi à anticiper et manipuler l'économie d'un pays entier grâce à une information plus rapide que celle du gouvernement. Mais ce succès immense ne passe pas inaperçu. Désormais, Nathan Rothschild n'est plus seulement un banquier influent. Il devient un homme craint et scruté de près par les élites politiques. Et une question commence à se poser dans les cercles du pouvoir. Les Rothschild sont-ils devenus trop puissants ? Ce que personne ne sait encore, c'est que d'autres banques vont bientôt tenter de renverser leur domination. Le coup de maître de Waterloo a fait des Rothschild les banquiers les plus puissants d'Europe. Mais avec un tel pouvoir vient une nouvelle menace, les rivaux. En quelques décennies, la famille Rothschild devient le premier réseau bancaire international. Grâce à leurs branches posées à Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort, ils financent les gouvernements,
les guerres, les infrastructures, et s'assurent une influence immense sur l'économie mondiale. Mais cette domination commence à attiser des jalousies et des ambitions. De l'autre côté de l'Atlantique, un certain Junius Morgan, un banquier anglais, comprend que la prochaine grande puissance financière ne sera plus en Europe, mais aux États-Unis. Son fils, J.P. Morgan, va alors tout faire pour bâtir un empire bancaire capable de rivaliser avec les Rothschild. J.P. Morgan adopte une stratégie radicalement différente. Plutôt que de se disperser dans plusieurs pays, il concentre ses efforts sur le marché américain et mise sur les grandes industries, les chemins de fer, l'acier et surtout le pétrole, en s'alliant avec John D. Rockefeller. Pendant que les Rothschild continuent de financer des monarchies européennes affaiblies par les guerres, les Morgan prennent le contrôle de l'Amérique industrielle. À la fin du XIXe siècle, les Rothschild sont encore immensément riches, mais leur pouvoir commence à se fragmenter. Contrairement aux Morgan, qui opèrent sous une seule entité centralisée, les Rothschild restent divisés entre leurs différentes branches familiales, chacune gérant ses propres intérêts. Au début du XXe siècle, un autre coup dur les frappe, la montée des États-nations modernes. Avec l'apparition de banques centrales comme la Federal Reserve aux États-Unis en 1913, puis la nationalisation des systèmes financiers en Europe après les guerres mondiales, les gouvernements commencent à réduire l'influence des banques privées. Les Rothschild ne disparaissent pas, mais ils perdent peu à peu leur statut de maîtres invisibles de la finance mondiale. Aujourd'hui, les Rothschild existent toujours. Ils possèdent encore des banques privées, des investissements dans l'immobilier, le vin, l'art, et ont diversifié leur fortune dans de nombreux secteurs. Mais leur pouvoir n'est plus ce qu'il était au XIXe siècle. Ils restent l'une des familles les plus riches et influentes du monde. Mais ils ne dominent plus seuls la finance mondiale. Désormais, des géants comme J.P. Morgan, Goldman Sachs ou BlackRock règnent sur les marchés financiers. Mais l'histoire des Rothschild reste unique. Ils ont inventé les bases du système bancaire moderne, révolutionné la circulation de l'information en finance et prouvé que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent, mais de la capacité à l'anticiper et à l'influencer. Ce qui est assez fascinant, c'est que malgré leur retrait progressif, leur nom continue d'alimenter les théories les plus folles. Certains pensent qu'ils contrôlent encore les banques centrales, d'autres qu'ils influencent les guerres et les gouvernements dans l'ombre. Alors, la question se pose. Les Rothschild ont-ils vraiment perdu leur pouvoir ou sont-ils simplement devenus encore plus discrets? Une chose est sûre, ils ont changé à jamais l'histoire du capitalisme et de la finance. Et en parlant d'histoire, savez-vous que les États-Unis sont devenus une superpuissance économique et militaire grâce à seulement 2 transactions et beaucoup de chance, comme on le voit dans la vidéo qui s'affiche.